Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents pour cette conférence autour de l'Innovation Week sur le thème du web marketing à Dompierre, sur le plateau donc, de TV Vendée, en direct sur TV Vendée. C'est une première pour l'Innovation Week. Et aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir François Soulard. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, en quelques mots ? Bonjour, merci Julie. Donc, je suis François Soulard. Je suis gérant d'une agence web basée à La Roche-sur-Yon qui s'appelle Cube depuis 2010. Nous sommes une équipe de 6 collaborateurs et on a une spécificité, c'est qu'on est très axé technique. Donc on est très heureux d'être aujourd'hui avec vous sur ce plateau pour ce Facebook Live. N'hésitez pas à envoyer vos questions, vos petits cœurs et vos j'aime. Soyez réactifs, on est là pour ça, on répondra à vos questions en fin d'émission. Merci François. On va commencer avec notre premier thème. On va présenter les 5 conseils, 5 bonnes pratiques pour pouvoir réussir votre communication sur le web. Premier conseil, prendre le temps de communiquer. La communication sur les réseaux sociaux demande du temps. Quelles sont les astuces et les bonnes pratiques pour réussir ? Eh bien, vous l'avez dit, la communication sur les réseaux sociaux, ça demande de se préparer très longtemps en amont. Même si on peut envoyer un tweet en quelques instants ou poster un message sur Facebook en moins d'une minute, il est très important de bien préparer sa communication en amont, d'avoir par exemple un planning éditorial, d'avoir des temps forts qu'on va animer, de savoir ce qu'on va faire avant de le faire. Donc même si on a l'impression qu'on vit dans un monde où l'instantanéité est maître, eh bien finalement cette instantanéité elle est asservie à un protocole dans le temps qui va vraiment durer. C'est vraiment une clé de la réussite. On peut avoir différentes approches, donc soit une communication plutôt centralisée sur un même outil, une communication qui peut être décentralisée. On va voir un exemple avec le groupe Duret. Si l'exemple s'affiche. Donc là, on voit qu'il existe 3 plateformes. Est-ce qu'il y a une bonne, une mauvaise stratégie ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Non, c'est un petit peu comme à la chasse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie de communication. Il y a seulement des stratégies de communication qui sont adaptées ou pas à vos moyens, à vos possibilités ou bien même à votre métier. On peut supposer par exemple que le groupe Duret, qui a diverses activités, a besoin d'avoir diverses plateformes, plusieurs sites, peut-être plusieurs canaux sur Facebook, peut-être plusieurs canaux sur Twitter, etc. C'est vraiment une question de moyens, une question d'objectifs également, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. Si votre entreprise est plus restreinte ou que votre activité ne le nécessite pas, eh bien vous aurez peut-être tendance à centraliser un petit peu les choses. Oui, parce qu'effectivement, là, on voit que sur cet exemple, on va travailler avec une approche métier. On va voir un autre exemple avec le groupe Colas, où là, ils ont décidé de créer leur propre plateforme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Tout à fait. Le groupe Colas avait besoin de communiquer sur un média qui ne soit ni un réseau social ni un site internet. On avait besoin de quelque chose de mobile. Donc on a créé une application mobile spécifiquement pour eux, sur laquelle ils sont les seuls à s'exprimer. Donc on n'est pas du tout sur un mode de réseau social. On n'a pas de questions-réponses en direct. On n'a pas de phénomène de like. On n'a pas ce genre de choses. Mais on est sur un média qui a été créé, sur un canal qui a été créé uniquement pour eux, à leur image, et qui respectent parfaitement ce qu'eux souhaitaient faire. C'est une approche assez novatrice qui est à la marge de ce qui se passe, puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se font sur les réseaux sociaux. Eh bien peut-être qu'aujourd'hui, lorsqu'on incite ces utilisateurs à aller sur les réseaux sociaux, on les incite aussi indirectement à prendre parti d'un quelque chose dont finalement ils n'ont peut-être pas envie. Peut-être que cette approche, l'approche du groupe Colas, est peut-être une approche un petit peu novatrice dans ce domaine. Exemple, on va terminer sur cet exemple, merci. Conseil numéro 2, apporter donc de la valeur ajoutée à vos messages. Quelles sont les bonnes pratiques pour créer un contenu de qualité ? C'est facile, ça tient en 3 mots. Il faut un contenu qui soit unique, il faut un contenu qui soit intéressant et il faut un contenu qui soit proche de l'internaute. Le contenu, il doit être unique dans le sens où vous n'allez pas faire de copier-coller, vous n'allez pas recopier les messages de vos concurrents, vous n'allez pas copier quelque chose qui existe déjà, vous devez le faire à votre sauce. Ça, c'est très important. Ensuite, il faut un contenu qui soit intéressant. Un contenu qui soit intéressant, c'est un contenu riche, un contenu qui raconte quelque chose. On pourrait parler par exemple de storytelling. Je raconte une histoire à mes clients, je raconte une histoire à ma cible. Et ça, c'est le côté proche de l'internaute. Vous allez faire quelque chose qui est très en rapport avec ce que vous faites et qui est proche de lui. Si je construis des cuisines en Vendée, ça ne sert à rien de parler d'un festival du meuble qui se passe en Chine, par exemple.
On peut varier aussi les types de contenus. Qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut se faire en type de contenu que l'on peut publier? On peut parler de photos, on parle de vidéos aussi. Quelles sont les fortes tendances? On peut aller encore plus loin. La photo et la vidéo, évidemment, aujourd'hui, tout le monde peut en produire facilement avec son smartphone. Mais on peut aussi, par exemple, faire des infographies. On peut faire des webinaires. On peut faire des Facebook Live pour parler en direct de quelque chose. On peut apporter cette valeur ajoutée sur ces différents supports. Je pense également à tout ce qui est vidéo 360 qui commence à se faire aussi un petit peu. N'hésitez pas à bien rester ouvert parce que les médias changent beaucoup. Il y a souvent des nouvelles choses et il faut vraiment rester à l'affût. On va voir avec un exemple, donc avec la société Armistice, qui est une marque de chaussures. Donc là, c'est une capture d'écran de la page Facebook où on aperçoit que les visuels ont un esthétisme. On va rechercher justement un côté graphique qui inspire l'internaute, qui permet de valoriser aussi la collection à travers des visuels de qualité. On va voir un autre exemple complètement différent pour montrer que on peut travailler sur les réseaux sociaux si on est tout type de structure. Là, on va travailler sur le côté éducation. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet exemple ? Oui, un exemple du BTP CFA en Vendée, la Forbat, qui met en avant les apprentis, qui met en avant ses élèves sous forme de portraits. Donc c'est régulièrement des posts sur l'excellence de ce qu'ils font au sein de ce centre de formation. Et donc là, on est bien dans une logique d'avoir quelque chose qui soit très proche de la cible du CFA BTP, puisque ce sont des jeunes qui parlent à d'autres jeunes. Et puis on est sur quelque chose qui est finalement très abordable. Les photos qu'on vient de voir pour Armistice, elles sont pertinentes dans le cadre d'Armistice, qui a les moyens de faire des très belles photos, qui a les moyens d'emmener une patte graphique extrêmement forte. C'est quelque chose qui est dans leurs moyens. Le CFA BTP a peut-être pas le luxe d'avoir un photographe à demeure en permanence capable de faire des superbes tirages. Pour autant, ils arrivent avec leurs moyens à faire quelque chose d'extrêmement pertinent, de très personnalisé, qui parle énormément et sur lequel on suscite beaucoup d'engagement. Après, finalement, c'est la ligne éditoriale qui va changer d'une page à l'autre pour avoir un contenu adapté à sa cible. Tout à fait. Un contenu unique, intéressant et proche de l'internaute. Ça fait une très bonne transition avec notre conseil numéro 3, jouer l'interactivité. Donc, qui dit réseau social, dit social, forcément. Tout à fait. Et il faut engager une relation durable avec ses followers, avec ses fans, avec ses amis, appelez-les comme vous voulez, avec les internautes, avec vos clients, avec vos prescripteurs. Il faut susciter et entretenir le dialogue. C'est quelque chose qui est vraiment très important. Pour susciter le dialogue, il n'y a pas 50 moyens. Il faut amener du contenu régulièrement aux internautes. Il faut les inviter à réagir à ce contenu et les emmener avec soi pour qu'ils deviennent un peu vos propres ambassadeurs. Donc là, on travaille vraiment sur la notion d'engagement, finalement, de la communauté envers la marque. On va voir un exemple avec Café Albert. Donc, quelques petits exemples d'applications. Donc, Café Albert, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un torréfacteur. Donc, basé en Vendée, si vous remarquez, on prend des exemples made in Vendée pour aussi valoriser la richesse des entreprises qu'on peut avoir et travailler sur différents cas pour valoriser qu'on peut travailler sur tout type de structure. Donc, exemple concret avec Café Albert. Donc, on va avoir des publications qui vont inciter à l'échange parce qu'on va poser des questions à sa communauté ou on va pouvoir poser des questions et on va pouvoir aussi inciter les personnes à faire en sorte qu'elles viennent nous rencontrer. Donc là, exemple concret avec lors de l'événement, Café Albert a soutenu l'association Rupture lors des Journées Bleues qui se sont déroulées au Sable d'Olonne récemment. Donc là, lorsqu'ils sont partenaires de l'événement, l'idée c'est de le valoriser. Donc ils ont fait une petite publication sur les réseaux pour inciter les personnes à venir les rencontrer à leur stand. Donc là on voit comment à partir des réseaux sociaux on peut créer un lien physique finalement avec ses abonnés pour inciter à les rencontrer dans la vraie vie. Donc là on part du virtuel finalement au réel. Conseil numéro 4. Être réactif et patient. À l'ère des réseaux sociaux, tout va très vite. Comment faire pour tout gérer ? Oui, être réactif et patient, ça peut paraître un petit peu antinomique. Pourtant, c'est bien le cas. Il faut être réactif parce qu'il va falloir savoir réagir, par exemple, à l'actualité. S'il y a une grosse actualité dans votre secteur d'activité, peut-être que c'est important de réagir, ou peut-être, au contraire, que c'est important de ne pas réagir. Sachez mettre le doseur vous-même. Il faut aussi être réactif, par exemple, pour répondre aux sollicitations de ses fans et de ses amis.
de ses followers, etc. On peut ne pas être dans l'instantanéité pure, mais il est vraiment important d'apporter une réponse à chaque personne qui vous sollicite. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui va être de plus en plus difficile parce que les canaux se multiplient. Un canal comme Facebook, par exemple, vous propose un espace Messenger. Twitter demande à ce qu'on soit plus réactif peut-être qu'Instagram. Il y a des choses comme ça qui vont être obligées de demander vraiment de la réactivité. Pour autant, il faut quand même avoir un petit peu de patience. C'est vraiment très important parce que Rome ne s'est pas construite en un jour. Eh ben, Twitter et Facebook vous construisent des communautés qui ne se font pas non plus du jour au lendemain. Donc il faut vraiment être patient, il faut être régulier, il faut s'y atteler et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc là, ça veut dire qu'une stratégie se construit finalement sur le long terme, sur les réseaux sociaux, continue à s'optimiser, à se peaufiner au fur et à mesure. Il ne faut pas attendre tout de suite d'avoir 100 000 mentions j'aime sur sa page. Tout à fait, on est vraiment sur un travail de fond et on ne peut que vous déconseiller le fait d'augmenter artificiellement votre nombre de followers parce qu'effectivement, quand on regarde certaines communautés et qu'il y a beaucoup, par exemple, de Bulgares ou de Tchèques sur des sociétés parfois très locales, on peut se poser quelques questions et ça, c'est vraiment une très mauvaise pratique. C'est vrai que le monde appelle le monde. Plus j'ai de followers, plus ma masse de followers a tendance à grossir. Mais ce n'est pas une raison pour la démarrer artificiellement. Moi, mon conseil, c'est de commencer avec les gens qui sont directement autour de vous. Vous avez peut-être des collaborateurs, vous avez certainement des amis, des vrais. Eh bien, incitez-les, invitez-les à liker les pages. Et puis, si autour de vous, vous avez des artisans qui sont venus travailler chez vous ou des entreprises de votre commune, eh bien, n'hésitez pas à aller liker leur page et à repartager leurs posts. Vous allez vraiment leur rendre service, vous allez vraiment les aider. Ça a l'air de rien, mais un petit like, eh bien, c'est de la visibilité en plus pour le savoir-faire qui est juste à côté de chez vous. Merci François. On va voir un exemple avec la société Amiopêche, donc qui est le premier fabricant d'équipements de pêche en Europe, basé en Vendée, toujours. Et donc, des exemples avec donc, des publications sur Facebook où on voit que la société, finalement, sait rebondir sur l'actualité. Donc, on voit qu'il y a différents sujets. Ça peut être sur des espèces en voie de disparition. Donc là, on voit avec le thon rouge qui est une espèce en danger. On peut le voir aussi également avec la sortie d'un nouveau produit ou sur le partage des pêcheurs passionnés qui ont la volonté, donc là on est vraiment sur la pêche de loisirs, donc qui ne mangent pas le poisson et le rejettent ensuite et le libèrent. Mais donc on a cette notion d'éthique que va défendre Amio lorsqu'il va sélectionner les pêcheurs avec lesquels il va travailler et il va repartager des photos des pêcheurs passionnés. Et donc après, ça peut faire l'objet de véritables partenariats, sponsoring, ça peut aller plus loin, mais c'est à partir du numérique qu'on peut aussi créer et nouer des liens. Conseil numéro 5. Suivre vos objectifs. Comment faire pour mesurer le retour sur investissement des actions qui ont été engagées ? Eh bien, là, c'est là que ça se corse. Ce n'est pas toujours simple de suivre les objectifs. Il existe de nombreux outils qui vous permettent d'avoir des statistiques, par exemple, sur votre site Internet. On utilise, par exemple, nous, couramment Google Analytics, qui est un outil de Google qui permet de sortir des métriques très importantes. Mais je crois que le plus important, ça va être de suivre des objectifs, de suivre ce qu'on appelle des KPI. Qu'est-ce qu'un KPI ? Je te renvoie la question parce que je n'arrive jamais à le prononcer. Indicateur clé de performance. Merci. Je ne dis pas en anglais volontairement, j'ai pris la version française. Ces KPI, le plus utile, je pense, le plus pertinent, c'est de sélectionner quels sont pour vous les KPI qui sont importants. Est-ce que c'est un nombre de commandes ? Est-ce que c'est un nombre de pages vues sur votre site Internet ? Est-ce que c'est un nombre de contacts entrants ? Vous allez choisir les KPI qui sont importants pour vous et qui font sens dans votre organisation au quotidien. Ramasser de la data pour collecter de la donnée, ça marche, mais finalement, ça ne sert peut-être pas à grand-chose. Donc, ce qui est important, ça va être de se focaliser sur des KPI que vous pouvez suivre et qui sont en adéquation avec vos objectifs. Sachant qu'au niveau des KPI, donc des indicateurs qui vont être utilisés, on peut choisir finalement les indicateurs en fonction de l'outil qu'on va utiliser, prioritaire, et après l'idée c'est d'assurer le suivi sur ces mêmes indicateurs. Oui, tout à fait. C'est très important d'avoir un tableau de bord, d'avoir quelque chose que vous soyez capable d'exploiter, peut-être pas au quotidien, mais au minimum de façon mensuelle. Nous, on a, chez Magescom aussi, chez Cube également, on a trop de clients pour qui on a installé des outils de sonde Google Analytics et qui finalement ne s'en servent pas du tout et qui, une fois par an, au mieux,
s'inquiète de ce qui s'est passé sur le site internet pendant les 12 mois précédents. Ce n'est pas du tout une bonne pratique. Peut-être qu'il vaut mieux avoir quelques KPI plus ciblés, mais sur lesquels vous allez aller plus souvent. Et là, vous serez capable de juger de la pertinence de ce que vous avez fait en voyant les résultats monter ou descendre et en ajustant après, évidemment, le tir. Sachant que là, les outils que vous avez cités sont entièrement gratuits. Oui, c'est entièrement gratuit, mais je mets un gros mais sur Google Analytics. On l'a utilisé pendant des années. Je l'ai prescrit comme jamais. Eh bien, finalement, on a permis à Google de collecter énormément de données. Et à l'heure du RGPD, le règlement européen sur la protection des données, je crois qu'il est vraiment important de se poser la question, de se dire finalement, est-ce que c'est pertinent de donner autant de data, volontairement je dis data et pas données, de donner autant de data à Google. Il y a d'autres outils qui existent. Je pense notamment à Piwi, qui est un logiciel open source, qui lui va vous permettre de garder la main sur ces données qui finalement sont assez importantes, qui peuvent faire sens dans votre entreprise et qui, je crois, à moyen terme et à long terme, vont également participer à la valorisation de votre entreprise. Lorsque vous avez un site internet et que ce site internet fait un certain nombre de vues, qui vous ramène un certain nombre de prospects chaque mois, que vous faites un certain nombre de ventes dessus dans le cadre du e-commerce, c'est quelque chose qui valorise votre entreprise au même titre qu'une marque déposée à l'INPI, au même titre qu'un brevet. Eh bien, les données de statistiques qui sont associées à votre site internet, elles participent également à cette valorisation. Je crois qu'il est temps, et là c'est un conseil que je donne à tous les professionnels, il est temps de se préoccuper de ce qu'on fait des données de nos clients. Sachant que là, on travaille aussi à la fois, on parlait de référencement du coup naturel, pour récolter les données du site sur Google Analytics, pour le référencement payant, donc qui est la publicité en ligne. On peut aussi récupérer et collecter des données via la régie Google Ads, par exemple. Après, voilà, c'est quelles métriques finalement on va utiliser, on va exploiter pour pouvoir que ça fasse sens et après pour que ce soit cohérent pour la suite. On va arriver à notre note de synthèse, notre conclusion. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on a vu précédemment donc on a vu 5 conseils pratico-pratiques avec des exemples concrets. Maintenant, si on devait retenir quelques éléments de notre conférence, la première chose serait se concentrer sur les objectifs. Donc vous nous avez à juste titre précisé, il y a plusieurs types d'objectifs, acquisition, fidélisation client, se faire connaître, donc c'est lié à la notoriété. En fonction de ces objectifs, on ne va pas faire en sorte qu'il y ait des actions différentes à mettre en place. Et pour mettre ces actions en place, moi je pense qu'il faut impérativement que vous ayez une ligne éditoriale qui soit claire pour la création de vos contenus. Une ligne éditoriale, ça veut dire qu'on va décider de ce qu'on va publier. Quelles sont les photos, quel est le type de photos qu'on attend? Est-ce qu'on attend des portraits? Est-ce qu'on attend des photos de chantier terminé? Est-ce que j'envoie les coulisses de mon entreprise? Est-ce que je mets en avant des collaborateurs? Dans la façon dont on s'adresse également aux internautes. Est-ce que je vais employer le « je » Est-ce que je vais employer le « nous » Est-ce que je m'adresse à mes clients en les tutoyant ou pas? Cette ligne éditoriale, elle est évidemment définie également par la cible que vous visez. On ne va pas s'adresser de la même façon à une cible jeune entre 15 et 20 ans qu'une cible peut-être de senior, par exemple. Le ton ne sera pas le même, les codes ne seront évidemment pas les mêmes. Donc, avoir une ligne éditoriale, c'est un outil clé et c'est un facteur de réussite. Dans cette ligne éditoriale, justement, on va définir tous les sujets qu'on va aborder. Ça va être le fil conducteur de la communication. Ça va permettre aussi, surtout, de prioriser les sujets qui sont à mettre en avant. Il y en a qui vont être plus importants que d'autres. En fonction de la priorité et du degré d'importance, on va pouvoir définir dans ce qu'on appelle un planning éditorial. C'est un document Excel dans lequel on va indiquer toutes les publications qu'on va publier sur le mois. Et ça va permettre de mettre en avant plus de certains sujets plus que d'autres. Il faut également adapter votre discours en fonction de votre cible. Et non seulement on va adapter le discours, parce qu'on a une ligne éditoriale qui nous permet de le faire et qu'on a un planning éditorial qui nous dit quand le faire, mais on va également adapter les médias. Est-ce que je vais utiliser des photos? Est-ce que je vais utiliser des vidéos? Qui va faire ces vidéos? Comment est-ce que je vais les faire? Sur la vidéo d'ailleurs, un petit mot pour parler de Makidoo, qui est un projet vendéen qui vous permet de monter rapidement et facilement des vidéos sans nécessairement faire appel à un professionnel de la vidéo. Il y a aussi plein de bons professionnels de la vidéo en Vendée, on ne les oublie pas, mais vous avez aussi des outils qui vous permettent de faire des choses tout seul assez rapidement, à moindre coût. Il ne faut vraiment pas hésiter à s'en servir. Restez très ouvert sur les médias, parce que faire une belle photo, faire une jolie vidéo, c'est à la portée de tous avec un petit peu d'entraînement et un petit peu de sens artistique.
travailler votre stratégie de contenu va justement permettre de nouer une relation privilégiée et entretenir le lien avec votre communauté. Et pour entretenir ce lien, le mieux, c'est de ne pas être dépendant de la publicité en ligne. C'est un conseil vraiment très important. Aujourd'hui, très clairement, on a consommé du réseau social de façon gratuite pendant très longtemps. Eh bien, je crois que ce temps-là commence à être très largement révolu. De la même façon qu'aujourd'hui, sur Internet, pour être visible sur Google, on a tendance à proposer aux entreprises de faire de la publicité sur les moteurs de recherche pour être plus facilement plus haut. Sur les réseaux sociaux, on commence à avoir exactement le même phénomène. Je crois que si vous passez un peu de temps à vraiment construire votre communauté, à vraiment l'optimiser, vous ne serez pas dépendant de la publicité en ligne. Et ça, c'est un aspect qui est très important parce que quand vous mettez 1 euro sur la publicité en ligne, vous avez certainement des résultats, mais le jour où vous ne mettez plus cet euro, vous n'aurez plus de résultats. Et là, ça devient dommage. Et dernier point, privilégier la vidéo qui va être une forte tendance. On a parlé donc des applications sur le smartphone, donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'outils pour le faire et on peut le faire aussi de manière professionnelle donc avec Makidoo. On a aussi des professionnels qui peuvent le faire. C'est de travailler une communication plus dynamique sur les réseaux sociaux avec justement l'utilisation de la vidéo. Merci à tous pour votre participation et votre attention. C'est le moment des questions pour interagir avec nous. N'hésitez pas, si donc en direct sur Facebook Live, on répond aussi à vos questions. Et dans l'Assemblée, n'hésitez pas aussi, c'est le moment où on est disponible pour échanger. Est-ce qu'il y a une première question? C'est toujours la première, la plus difficile à poser. C'est la plus difficile. Oui. J'aurais une question. Attendez, il faut... Oui. Donc, bonjour, moi j'ai une question par rapport effectivement à la publication, donc, selon les réseaux évidemment. Vous parlez du message de la cible. Moi j'ai une question sur la longueur finalement d'un message. Est-ce qu'un message trop long va être moins vu? Comment est-ce qu'on peut adapter ça finalement? Alors c'est une excellente question. Vous allez adapter le message déjà, premièrement, en fonction du réseau social sur lequel vous êtes. Sur Twitter, évidemment, je ne peux pas m'exprimer en plus de 200 caractères, en plus de 240 caractères. Donc si j'ai quelque chose de long à dire, Twitter ne sera peut-être pas la plateforme la plus privilégiée. La deuxième chose, c'est que vous allez adapter votre message en fonction de ce que votre cible est capable de recevoir. Je sais que des personnes peut-être un petit peu plus âgées lisent un petit peu plus. D'un autre côté, on sait aussi que la lecture sur écran est 25% plus lente que sur un papier. Et puis, on sait aussi que les gens papillonnent sur un texte. C'est-à-dire qu'on va lire le titre, on va lire les 2 premiers mots du titre, même les premiers mots des listes à puces, et c'est à peu près tout. Donc, d'une manière générale, sur les réseaux sociaux, soyez bref, soyez concis. Je crois que c'est le conseil qu'on peut donner. Exactement. Et soyez plus long sur votre site internet, parce que là, vous avez peut-être un peu plus de place. Et ceux qui feront l'effort d'aller, par exemple, du média social vers votre site internet, a priori veulent plus d'informations, donc vous pouvez en mettre un petit peu plus. Être plus concis permet d'être plus incisif, d'être déjà plus efficace aussi dans le message. Deuxième élément, sur Facebook par exemple, lorsque le message est trop long, on va lire la suite. Donc déjà, votre message ne va pas s'afficher intégralement. C'est pour ça, même par rapport à votre vidéo, en général, on lit les 3 premières secondes de la vidéo. Donc c'est là où il faut être impactant, parce que sinon, on ne voit pas les dernières images. Donc c'est travailler plutôt sur plutôt un message plutôt concis. Et troisième élément, la pierre angulaire de votre stratégie doit être apporter du trafic qualifié sur votre site internet. Donc vous allez avoir votre plateforme centrale qui est le site, et après c'est comment apporter de trafic vers le site. Et finalement, le message que vous allez travailler, c'est comment agrandir, augmenter le taux de clic. Donc c'est la ratio entre le nombre de personnes qui vont voir la publication et le nombre de personnes qui vont cliquer sur la publication. Et donc c'est d'augmenter ce taux de clic pour faire en sorte qu'on lise votre article. Peut-être un dernier conseil, n'hésitez pas à apprendre de vos erreurs. Si tant est que vous fassiez vraiment des erreurs, vous allez voir petit à petit quelles sont les choses qui marchent mieux et celles qui marchent moins en fonction de votre cible. Il ne faut pas hésiter en testant, c'est en testant qu'on apprend le mieux. Et nous-mêmes, aujourd'hui, on fonctionne comme ça avec nos clients. On a des phases d'adaptation. Pendant quelques semaines, on va envoyer des messages un petit peu différents. On peut faire aussi ce qu'on appelle du A/B testing sur des sites internet, c'est-à-dire que vous faites 2 versions d'une même page pour savoir quelle est celle qui convertit le mieux. C'est des choses qui existent. Il y a des outils maintenant qui permettent de faire ça de façon relativement simple et rapide, même si c'est quand même déjà une pratique avancée. Quand vous faites de l'A/B testing, par exemple, vous pouvez changer les boutons « Nous contacter » de place, ou vous changez les couleurs, ou vous changez les visuels. Plein de petites astuces comme ça qui vont faire que qu'est-ce qui fonctionne le mieux. On avait travaillé sur une campagne de communication pour les Sables d'Olonne. Donc à un moment donné, est-ce que c'est une nana blonde ou une nana brune, selon le visuel, qu'est-ce qui remonte le mieux.
Donc voilà, il y a des petits tests comme ça qui sont sympas à faire et sur lesquels on peut optimiser, ou ça peut être sur une campagne de saison culturelle. Quel est le spectacle à mettre en avant? Est-ce que c'est celui qu'on connaît moins mais qui va avoir un aspect graphique un peu plus fort? Ou est-ce que ça va être Gérard Jugnot? Donc là, après, on va choisir en fonction, on va dire, la tête d'affiche, ce qui fonctionne moins. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Bonjour. Combien d'indicateurs de performance faut-il sélectionner pour ne pas se perdre dans les données? Alors, c'est une bonne question. Moi, je dirais qu'il ne faut pas surveiller plus d'une dizaine d'indicateurs. Au-delà, très sincèrement, le commun des mortels se perd. Alors, peut-être dans vos collaborateurs, si vous avez un spécialiste de l'analyse data, un spécialiste web marketing, lui, il aura besoin de l'intégralité des indicateurs qu'on peut trouver sur le marché. Mais vous allez pouvoir vous concentrer en tant que chef d'entreprise peut-être sur le nombre de visiteurs uniques sur le site internet, le nombre de pages vues, quels sont les contenus qui ont le mieux marché dans les 30 jours précédents. Et puis après, sur vos communautés, combien est-ce que j'ai de followers? Est-ce que je suis sur une pente montante ou une pente descendante? Si oui, pourquoi? Et puis la pertinence et la portée des messages vus sur les réseaux sociaux. Une petite dizaine, pour moi, c'est suffisant. À côté de ça, si vous avez, il y a des indicateurs auxquels qu'on ne pense pas quelquefois à raccrocher, mais c'est les appels entrants. On a quand même encore aujourd'hui un nombre conséquent de gens qui contactent les standards des entreprises. Pensez à demander comment les prospects entrants ont connu votre entreprise. Est-ce que c'était par le site web ou pas? C'est un réflexe. Les gens le disent assez volontiers d'ailleurs. Ils disent volontiers par quel biais ils sont venus. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à ajouter aussi des KPI un peu externes. Autre question? Oui. Alors moi j'ai une petite question, on a parlé des artisans en fait. Pour les entreprises artisanales, ça peut être difficile. Il peut y avoir une envie d'aller sur les réseaux sociaux, mais aussi difficile. Difficile parce que manque de temps peut-être. C'est peut-être le chef d'entreprise ou l'artisan lui-même qui doit faire toutes ces publications. Donc suivre des KPI ou des indicateurs de performance, déjà pour son activité, c'est pas facile. Et puis alors, comment on peut lui donner aussi l'assurance, parce que je sais que j'ai des artisans autour de moi, aussi de ne pas faire des bêtises, d'avoir peur en fait de ce qu'ils peuvent publier sur les réseaux sociaux. Il y a une peur aussi dans l'artisanat, je pense, de se dire si je vais sur Facebook, si je vais sur Twitter, comment va être perçu? Est-ce que je ne mets pas des bêtises sur mon entreprise? Est-ce que je ne vais pas trop loin, etc. Mais ce n'est pas forcément aussi des gens qui sont habitués à faire appel à des agences de communication ou de stratégie marketing, ou ne peuvent pas avoir aussi de community manager au sein de leurs équipes. Donc, quelques conseils pour cette population, et je pense qu'il y en a pas mal dans nos communes, comme à Dompierre notamment. En fait, pour l'artisanat, on va avoir plusieurs problématiques. Donc le temps, déjà, effectivement. On va avoir aussi l'appréhension que tu soulèves. Et on va aussi avoir le troisième élément, c'est l'inspiration. C'est en fait, je ne sais pas quoi mettre sur les réseaux. J'ai un savoir-faire, mais qu'est-ce qui est intéressant à valoriser? Et j'ai tellement de choses aussi que qu'est-ce qui peut être priorisé? Quel est le sujet finalement que je peux mettre l'un par rapport à l'autre et le mettre en avant? Donc là, ça va être de définir la ligne éditoriale. Et ensuite, c'est quels sont les sujets qu'on va traiter et comment on va les traiter. Donc pour l'artisanat, ça peut être... en fait, on sous-estime le trésor qu'on peut avoir dans les entreprises, parce que même que ce soit fabriquer une table, ou si c'est plutôt dans la partie industrielle, pour Amio, on fabrique... des moules en inox, en acier, développés pour la pêche. Et ben en fait, c'est toute la chaîne de production. C'est très intéressant de voir un peu comment ça se construit, comment on transforme la matière et comment on arrive d'un point A à un point B. Si on prend l'exemple des chaussures avec Armistice, entre la matière première, je reçois du tissu, je fais le moule, et puis ensuite à la fin, j'obtiens une paire de chaussures, tout est assemblé. Et même au départ, si on remonte sur la chaîne de la conception, sur comment j'ai imaginé le modèle, c'est ça en fait qui va être intéressant. C'est tout ce travail qui va faire d'aboutir au travail final. Et puis après, ça peut être sur les réalisations clients, se faire des témoignages sur, voilà, je viens d'installer une nouvelle cuisine avec mon artisan, il a fait un superbe travail. C'est le moment aussi de valoriser, d'envoyer des photos et de dire merci beaucoup et de les publier aussi sur les réseaux. Ça peut être un lien aussi pour créer du contact encore et d'entretenir le lien avec ses clients. Pour moi, les entreprises artisanales sont celles qui ont le meilleur storytelling. C'est le top du top. Il y a toujours quelque chose à dire.
Pour la partie du temps passé, là, effectivement, on ne pourra pas y couper, il faut que ça devienne un peu un réflexe. Mais après, il y a plein d'outils qui existent, qui ne coûtent pas si cher que ça et qui permettent, par exemple, à des entrepreneurs, à des artisans qui installent des choses chez des gens. Je peux parfaitement demander à mon client, est-ce que je peux installer une petite GoPro dans un coin, et ça fait un time-lapse automatique sur toute la journée. Après 4-5 jours de chantier, on a un time-lapse avec une cuisine qui se monte. Les gens vont adorer, les gens ils vont liker. On voit une cuisine des années 70 au départ et puis un espace complètement redesigné à la fin. C'est super. Après, il y a quelques réflexes à avoir. De toute façon, au début, vous ferez quelques bêtises. Il y aura quelques erreurs de fait. Ce n'est pas très grave. Au début, vous allez avoir une petite communauté de gens qui, globalement, vous soutiennent. Ce n'est pas eux qui vont venir vous bâcher parce que vous avez laissé un pot de peinture traîner. Alors, le principal conseil que je vais donner aux artisans qui sont notamment dans le bâtiment, c'est de faire attention à leur arrière-plan. Parce que souvent, ils nous laissent un gros bazar sur la gauche ou sur la droite où on voit un énorme tas d'ordures. D'ailleurs, on n'a pas envie de voir ça. On veut voir le produit fini et on ne veut pas voir les balais. Donc ça, c'est quelques petits réflexes à avoir, mais c'est quelque chose qui peut être fait assez rapidement. Et après, il y a aussi la pertinence du réseau social sur lequel je vais m'exprimer, en plus du site internet. Le cas échéant, s'il y a un site internet. Par exemple, Instagram, pour des professions qui ont des choses qui sont visuellement très attractives et très intéressantes à voir. Je pense à des peintres, des menuisiers, des maçons également. Instagram, c'est un réseau qui nous vient assez naturellement parce que c'est principalement de la photo et c'est très peu de texte. Et puis il y a un dernier point aussi qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a beaucoup d'artisans qui se regroupent entre eux et qui font du temps partagé avec un community manager. On se met à 10, à 12, on prend sur une zone industrielle, vous louez entre guillemets, vous recrutez à 10 ou 12 un community manager, il aura du travail à temps plein et il passera un petit peu de temps sur tout le monde. C'est quelque chose qui peut être fait aussi. Voilà. C'est parfait, je crois qu'on a d'autres sujets pour la suite de l'Innovation Week. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Bonjour, moi je suis gérant d'une entreprise industrielle. Je vois qu'on part dans une communication tous azimuts. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de trop vouloir communiquer, donner des clés d'une fabrication, donner des clients potentiels à d'autres? C'est un peu la peur que j'ai moi, trop vouloir en dire. Donc, vous avez sans doute raison. Mais en fait, vous avez également tort. La question aujourd'hui, elle est plus de savoir. Non, mais je vais placer le débat pour moi. Pendant des années, j'ai essayé de convaincre les gens qu'Internet était quelque chose d'important. Je ne passerai pas trop de temps à convaincre que les réseaux sociaux et que la communication est importante. Ça l'est. Pour ma part, j'emploie souvent cet exemple, les gens qui me connaissent le savent, ils savent de quoi je vais parler. Pour ma part, je déteste l'automobile. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. J'ai une voiture, je sais la conduire. J'ai mon permis de conduire. Je sais conduire en sécurité pour moi et pour les autres. Sur les réseaux sociaux, vous, en tant qu'entrepreneur, c'est un petit peu la même chose. C'est peut-être pas quelque chose, vous n'avez peut-être pas d'appétence pour ça. Je le comprends et je le conçois. Mais vous êtes obligé de vous attribuer, d'avoir quand même quelques clés pour les comprendre et savoir ce que vous allez en faire et pas faire n'importe quoi. Notamment, vous disiez effectivement, protégez vos clients, protégez vos process. Quand on vous dit de communiquer tous azimuts, on ne vous demande pas de mettre une caméra H24 à l'intérieur de l'entreprise, bien entendu, et bien au contraire. Mais vous pouvez mettre en avant votre savoir-faire sans nécessairement divulguer 100% de vos clients et 100% de vos process, bien au contraire. Ça, c'est ce qu'on va déterminer après avec la ligne éditoriale notamment. C'est vous qui allez mettre les limites, en fait. C'est vous qui mettez le curseur. Et c'est aussi important de le faire et de faire comprendre à vos collaborateurs ce que vous faites. Il y a, je pense, tous les collaborateurs vont communiquer sur votre entreprise sans que vous le sachiez. Parce qu'à un moment donné, je vais faire un selfie dans l'usine pour envoyer une photo d'anniversaire à un copain. Et ben derrière, dans l'arrière-plan, il se passe peut-être des choses. Moi, si je fais un selfie dans mon bureau, derrière, vous avez plein de post-it et il y a le nom de mes clients. Donc je fais attention à ce que je fais. Mais j'ai aussi formé mes collaborateurs en leur disant « Attention, quand on fait des photos dans le bureau, on fait attention à ce qu'on prend en photo. » Donc c'est aussi une acculturation à faire avec vos collaborateurs. C'est complet. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? En direct de Facebook, n'hésitez pas aussi à poser vos questions.
Alors, bonjour, donc, je voudrais savoir quelle est la meilleure fréquence des publications sur les réseaux sociaux. La meilleure fréquence, en fait, ça va dépendre de chacun. Après, il y a quand même une moyenne qui va être entre 3 et 4 publications par semaine. Mais après, ça va dépendre aussi de vos actualités. Vous n'avez pas inventé une actualité si vous n'en avez pas. Et après, voilà, c'est à chacun son rythme. Mais dans l'idéal, c'est garder un lien avec sa communauté et pas trop non plus. C'est pareil, pas 3 publications dans la même journée parce qu'on a oublié de les faire lundi, mardi, mercredi. Ça n'a pas de sens. Dans ces cas-là, on en a une par jour, c'est déjà bien, parce que sinon après, le risque c'est de lasser votre communauté et qu'ils se désabonnent, parce que vous pouvez avoir des personnes qui viennent de s'abonner, puis finalement, ils voient que vous avez 5 publications dans la même journée, du coup ça les fait peur et finalement ils se désabonnent tout de suite. Donc c'est de garder la même fréquence. Après, il faut être régulier. C'est surtout ça. Donc après, si vous savez que vous avez 2 publications par semaine, parce que vous avez 2 actualités et des moments forts, et ben vous restez sur 2. Et le jour où vous pouvez tenir un rythme avec 3 publications, vous restez sur 3. Mais restez régulier, c'est surtout ça par rapport à la fréquence. On a à ce sujet un exemple avec la société Colas. On a présenté tout à l'heure l'application mobile. Elle permet, cette application mobile, à des riverains de s'exprimer sur des chantiers qui sont proches d'eux et de recevoir des infos sur les chantiers qui sont proches de chez eux. Et ce dont on s'est aperçu, à notre grande surprise, c'est que lorsque les équipes chantiers arrêtaient de publier, si elles avaient habitué les riverains à avoir, par exemple, 2 publications par semaine, quand on cassait le rythme et qu'on retombait à 0 ou qu'on n'en faisait plus qu'une, il y a des riverains qui se plaignaient de ne pas avoir assez d'infos. Donc il y a aussi, je crois, une certaine éducation qui se fait, une éducation entre guillemets, vous allez éduquer votre cible à recevoir un certain nombre de messages par jour ou par semaine, mais effectivement on est plutôt sur des rythmes assez lents, quoi qu'il arrive. À moins que vous vous adressiez à une cible extrêmement particulière, qui est habituée à être saturée de messages, mais c'est quand même pas trop le cas en général. C'est ce qu'on appelle des rituels sur les réseaux sociaux. Si on a une publication tous les lundis matins, par exemple pour Café Albert, si tous les lundis matins on a décidé de publier sur c'est le début de la semaine, est-ce que vous avez bu votre café ce matin, il ne faut pas l'oublier un lundi. Parce que du coup, on habitue notre communauté à recevoir ce message. Toujours rester régulier. Est-ce qu'il y a une autre question ? Est-ce que vous pensez que c'est judicieux de confier sa communication sur les réseaux sociaux à un stagiaire ou quelqu'un qui ne connaît pas forcément bien votre entreprise ? Et sinon, qui est le plus habilité à le faire ? Vas-y, fais-toi plaisir. Eh bien non, c'est pas du tout une bonne idée de confier sa communication exclusivement à un stagiaire. La première chose qui, moi, me vient à l'esprit, c'est que vous devez mettre en avant votre entreprise, mettre en avant ses atouts, mettre en avant son savoir-faire, mettre en avant son expertise, son expérience, son antériorité sur son marché. Il faut mettre en avant votre entreprise. Et qui de moins bien placé qu'un stagiaire qui vient d'arriver dans l'entreprise pour le faire ? Peut-être qu'il faut faire par un stagiaire un certain nombre de choses, mais il va falloir lui donner du grain à moudre et vraiment lui donner qu'il puisse s'accaparer tout l'environnement dans lequel il va évoluer pendant quelques semaines. Et ça, c'est pas toujours évident. Mon premier conseil, ça serait d'identifier au sein de votre staff, dans votre équipe, parmi vos collaborateurs, quels sont les champions de la communication que vous ignorez peut-être. On parlait tout à l'heure des artisans. Peut-être que le chef d'entreprise n'est pas il n'y a pas trop d'appétence pour les réseaux sociaux et pour faire des photos, mais peut-être que dans son équipe, s'il se renseigne un petit peu, peut-être qu'il va trouver quelqu'un qui, lui, sera tout à fait bon pour prendre des photos et qui aura envie de le faire. Et peut-être qu'après, on peut lui adjoindre un stagiaire qui va se faire expliquer les choses en long, en large et en travers pour bien expliquer les choses. Un stagiaire va certainement vous aider, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas simplement lui laisser la page blanche en lui disant « vas-y mon grand, débrouille-toi » ou « vas-y ma grande, débrouille-toi, fais ce que tu peux ». Vous allez le mettre en défaut en plus, il risque de paniquer un petit peu et ça peut le frustrer, enfin voilà, moi ça peut le perturber. Et évidemment, s'il y a besoin des interlocuteurs extérieurs pour vous aider, il n'y a pas de souci. On a ce qu'il faut en Vendée pour le coup, on a toutes les compétences nécessaires, donc mais faut Vendée un petit peu. Mais pardon Julie, même avec un collaborateur, même avec un prestataire extérieur, vous ne ferez pas l'économie de bien mettre à plat qui vous êtes, ce que vous faites, quel est votre historique. Un professionnel ira peut-être plus vite pour récupérer ces infos-là et il saura rapidement se mettre à votre niveau, mais il ne faut pas oublier cette étape-là. C'est vous qui parlez le mieux de vous-même.
C'est le premier travail, parce que même pour le coup, en tant que prestataire extérieur, on a besoin de connaître le savoir-faire de l'entreprise. Et on n'est pas l'entreprise, on n'est pas Café Albert, on n'est pas torréfacteur. Donc on a besoin d'informations pour savoir quels sont les éléments à communiquer. Et je parlais de la richesse cachée dans les entreprises qu'on peut sous-estimer. Nous, c'est à nous de la voir. Donc après, ça peut être par rapport à une visite d'entreprise, un entretien avec le chef d'entreprise. Ça peut se faire de manière différente, mais on a besoin d'avoir ces axes de communication pour pouvoir gérer la communication derrière. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots concernant le droit à l'image ? Un chef d'entreprise qui voudrait, un maçon, on va prendre l'exemple du maçon, qui voudrait prendre son client devant la maison et dire c'est moi qui l'ai construit, le client est content. À la fois la maison n'appartient pas au maçon et l'image du client non plus. Comment c'est géré ? Est-ce qu'il y a, j'imagine qu'il y a une réglementation, et quelles sont-elles ? C'est ça, on ne peut pas prendre en photo la personne si elle ne le souhaite pas. Donc après, on demande à la personne explicitement, est-ce qu'on peut prendre la photo ? Surtout lorsque vous prenez la photo, toujours avoir un petit papier qui va bien, de droit à l'image pour le signer. Parce qu'après, il peut très bien, 3 mois après, non, il y a la photo, on voit mon fils qui joue derrière en vélo, et je ne suis pas d'accord, j'avais pas dit oui. Alors que finalement, la personne elle avait dit ok, elle a regardé la photo, elle n'a pas fait attention, et puis en fait, elle est partie sur les réseaux. Donc c'est bien d'avoir un papier qui dit ok, j'ai accepté de prendre juste une photo pour bien préciser les supports et bien préciser dans le cadre. Est-ce que c'est une publication une fois ou est-ce que vous allez la sortir régulièrement à un salon ou à des événements ? Donc ça, il faut bien le préciser et le stipuler dans ce qu'on appelle presque le contrat finalement, de droit à l'image. Et ensuite, c'est en accord avec la personne. Donc est-ce que je peux prendre la maison avec vous parce qu'il y a un petit côté humain ? Et puis après, il y a des petites astuces où si la personne ne veut pas être vue de face, ça peut être de dos. On voit une petite famille qui regarde la maison. Et en fait, on change le cadre. C'est toujours la même photo, mais on va changer l'approche pour avoir la photo qui va bien avec la famille. Différentes petites astuces comme ça où on peut quand même le côté humain sans voir les personnes. Et pour la maison toute seule ? Et pour la maison toute seule, c'est pareil. Il faut demander l'autorisation parce que techniquement, c'est nous qui l'avons faite, mais c'est notre création. Mais après, si on peut le voir dans le quartier, on peut voir l'adresse, il suffit qu'il y ait le panneau de la rue. Voilà, il faut faire attention à ça. Alors, moi je dirais que de toute façon, il faut faire attention à ce qu'on prend en photo d'une manière générale. Après, le droit n'est pas non plus tout à fait le même selon que vous preniez en photo vos clients ou vos collaborateurs, par exemple. Si vous prenez en photo vos collaborateurs dans le cadre de leur travail, vous devez avoir préalablement vous assurer qu'ils ont bien donné le droit, ils vous ont accordé le droit d'utiliser leur image dans le cadre de leur travail. Si vous prenez en photo des gens qui sont, par exemple, dans la rue, au second plan ou au troisième plan, et qui ne sont pas les sujets principaux, de la photo, vous avez le droit de les prendre. Après tout, on est dans la rue, je vous prends en photo dans la rue, vous n'êtes pas le sujet principal de ma photo, vous n'avez pas vraiment la possibilité de jouer sur votre droit. Après, il ne faut pas non plus que cette histoire de droit à l'image ou de droit à la photo vienne vous empêcher de faire quoi que ce soit comme publication. La réalité aujourd'hui, c'est que pour être suivi par un juge et être condamné pour ce genre de choses, je pense qu'il faut aller très loin et il faut quand même commencer à dénigrer des gens. Quand on voit les photos qui sont publiées partout sur les réseaux sociaux, ça devient un petit peu difficile pour, par exemple, des collaborateurs de dire « non, je n'ai pas donné mon droit explicite ». Ok, maintenant si on n'est pas non plus le sujet principal de l'image, normalement il n'y a pas trop de soucis. Je crois qu'aujourd'hui, c'est des questions importantes qu'il faut se poser. C'est plus simple si vous réglez ça directement avec un papier. Maintenant, dans beaucoup de cas, il n'y a pas non plus de problème. Si vous ne dites pas cet homme est stupide en prenant quelqu'un en photo, normalement, vous n'avez pas de problème. Normalement, vous n'avez pas de problème. Et puis sur ce qui est accessible aussi ou pas depuis la voie publique. Je prends en photo le jardin de quelqu'un, je n'ai pas forcément le droit de le faire. Je prends en photo sa maison depuis la rue. Je ne vois pas vraiment aujourd'hui ce qui m'empêche d'exploiter après cette photo. Là encore, avec vos collaborateurs, la chose est un petit peu différente selon que vous allez faire une publication sur un réseau social qui va servir une fois ou une campagne en 4x3 qui sera utilisée après dans le métro. Vous avez une utilisation qui est faite de l'image, il faut vraisemblablement la rétribuer. J'espère que j'ai été clair. Le mieux serait encore quand même d'aller voir un cabinet spécialisé parce que c'est des questions juridiques un peu complexes quand même. On a une première question de Facebook Live, donc de Cécile, qui nous demande sur la première page d'un site web, quel message doit-on choisir pour attirer le prospect ? Est-ce qu'on valorise plutôt les produits ? Est-ce qu'on valorise le prix ?
Ça dépend beaucoup de ce que vous vendez comme produit. Si vous êtes en frontal avec des produits qui sont sur Amazon, moi je vous conseille de mettre en avant la photo de votre produit et le prix. Si votre produit est un service, mettez en avant les services que vous rendez. Vous avez quelques secondes pour convaincre, ça va de toute façon pas être simple. C'est très difficile de répondre à cette question. Ce qui est sûr, on s'est rendu compte quand même de quelque chose ces dernières années. On fait de moins en moins de premières pages très mouvementées. Il y a une époque où on voyait beaucoup de diaporamas, de slideshows. On en fait moins parce qu'on s'est rendu compte que les gens n'avaient pas le temps de toute façon de voir et de comprendre le message qui leur était envoyé. Donc limitez-vous, de mon point de vue, à un message en 5 mots avec une jolie photo et puis vous voyez ce que ça donne. Et toutes les semaines, vous changez la photo et après vous faites votre analyse de KPI et vous saurez quelle est la plus belle photo et quel est le meilleur message. Et on travaille donc sur une approche avec des mots-clés, ce qui sert aussi en référencement. Et par rapport à ce qu'on appelle au slider, c'est les images qui défilent sur le site qu'on avait l'habitude d'utiliser auparavant. Maintenant, on le fait beaucoup moins aussi. On s'est rendu compte que ça alourdit le temps de chargement du site. Donc c'est pareil, dans des logiques de référencement naturel, plus un site se charge rapidement, plus vous avez des chances d'être bien référencé. Ça fait partie de l'algorithme de Google. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Bonjour. Ce que je voulais savoir, c'était est-ce que vous privilégiez un réseau social plutôt qu'un autre ou est-ce qu'il faut être vraiment présent sur tous les réseaux sociaux de maintenant ? C'est une excellente question. Alors, on va privilégier Facebook de toute façon. Parce qu'aujourd'hui, avec 33 millions de comptes actifs en France, ça représente un Français sur deux. Ça représente finalement tous les Français en âge d'acheter quelque chose. Globalement, on y est à peu près tous. Donc, Facebook, on ne peut pas vraiment faire l'impasse. On va après, par contre, lorsque les clients nous demandent sur lesquels ils doivent aller, on va vraiment voir après en fonction de leurs moyens. Est-ce que techniquement, est-ce qu'ils vont avoir les moyens de passer du temps ? Parce que c'est bien de dire je suis présent sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, sur Pinterest, mais si je n'ai pas le temps d'alimenter tous ces canaux, ma cible va se retrouver avec un message vide et ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Et ensuite, on peut aller plus loin, on va avoir une ligne éditoriale pour chaque réseau. Donc là, ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de matière à diffuser et en respectant le code de chaque réseau social qu'on va utiliser. Donc c'est bien définir en amont la ligne éditoriale. Est-ce que c'est pertinent ou pas pour ma marque ? Est-ce que j'ai quelque chose à raconter ou pas ? Et en fonction, c'est là où on va choisir les différents canaux dans la stratégie web marketing. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Sur Facebook, n'hésitez pas, comme Cécile, à poser votre question. On est là pour y répondre également. Non ? Autre question ? On va conclure. Dans mon oreillette, on me dit on peut conclure. Donc, merci beaucoup pour votre participation et votre attention pour cette première en direct donc de TV Vendée. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. On reste à votre disposition pour un moment d'échange off. Pour le coup, n'hésitez pas, on est dispo. Merci. Très bonne journée, merci.